Antoine Rédelais, vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes médecin-pompier, réserviste chez les chasseurs alpins, attaché parlementaire et j'en passe. Vous allez nous raconter votre expérience en Ukraine. Vous êtes parti en Ukraine avec Casque Appui. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est l'association des pompiers. Et sur place, vous étiez surtout en contact, vous m'avez dit, avec des populations déplacées. Quels besoins avaient ces patients que vous avez rencontrés ? Bonsoir. D'abord, merci pour cette invitation et pour permettre de partager cette expérience qui était personnellement une des expériences les plus prenantes de ma vie, de ma jeune vie de 33 ans, qui n'est pas encore 40 ans comme Tulip, mais voilà. En tout cas, c'était... alors, il faut savoir qu'on y est allé, on a acheminé les cantines Tulip par VSAV, les véhicules de secours à victimes, les ambulances rouges que vous voyez, et avec un camion de transport. Ça nous a pris 33 heures pour faire le trajet. Donc je vous laisse imaginer la fatigue en arrivant. Globalement, quand on est arrivé, on a eu beaucoup de difficultés à passer les frontières, notamment la frontière moldave. Je remercie énormément le Quai d'Orsay de nous avoir aidés là-dessus, puisque ça a permis de débloquer une situation. On était bloqué 24 heures à la frontière. Et en fait, on ne s'attendait pas du tout à quoi on assistait quand on est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'associations qui étaient présentes. On s'est positionné initialement sur la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, qui était un poste frontière qui s'appelait Palanka. Et en fait, on ne s'attendait pas à ça. On était un groupe de trentenaires, on s'attendait un peu à avoir éventuellement des blessés de guerre, etc. Et en fait, on est tombé sur ce qu'on faisait un peu en France en tant que médecin, c'est-à-dire beaucoup de pathologies chroniques. Alors, effectivement, on n'était pas, c'était pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais en fait, on a tout de suite trouvé une énorme utilité à ce qu'on faisait. On a pris énormément de plaisir et on a donné beaucoup de notre cœur à le faire parce qu'en fait, c'était des populations qui étaient épuisées. Il fallait imaginer ça en fait comme une course. En fait, on était un point relais de la course. Les personnes qui passaient par le poste de Palanka n'arrivaient pas jusqu'à Palanka pour s'arrêter. Ils venaient pour prendre des bus qui les acheminaient aux quatre coins de l'Europe. Et en fait, on venait pour les ravitailler en médicaments qu'on avait notamment grâce au Caisse Tulip. On a transmis une bonne partie des cantines Tulip à Médecins Sans Frontières qui, eux, avaient le droit d'aller un peu plus en Ukraine. Nous, il faut savoir qu'on était quand même avec un uniforme pompier. La France n'avait pas le droit d'envoyer des personnes avec un uniforme pompier en Ukraine. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc on était assez limité, mais on a trouvé très très vite une utilité. Donc les premiers jours, on s'est un peu regardé avec les autres associations, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut trouver notre place. Et puis très vite, en fait, on a réussi à trouver notre place. Et c'était une question d'adaptabilité. Le plus gros soin de guerre que j'ai fait sur Palanka, c'était malheureusement une personne qui a été soupçonnée d'être pro-russe et qui est sorti d'une voiture et qui s'est fait tabasser sur le parking et avec qui j'ai dû faire de la suture parce qu'il s'était fait complètement... Il avait l'arcade qui était en sang. C'est le plus gros soin que j'ai fait, mais c'est pas pour autant que c'est pas le soin que j'ai jugé le plus utile. Les soins le plus utiles, c'était les personnes qui étaient en rupture de traitement et qui pouvaient potentiellement avoir des pathologies qui complètement qui décompensaient, quoi. C'était le diabétique qui avait plus d'accès à son insuline, c'était l'hypertendu qui potentiellement avait sa tension qui explosait. Et puis ça pouvait être aussi mes collègues, parce qu'on n'était pas que des médecins et des infirmiers, il y avait aussi des collègues pompiers qui étaient aussi l'épaule pour écouter et puis aussi pour aider justement ces familles qui avaient juste besoin de relâcher un peu la pression parce qu'ils étaient épuisés aussi bien moralement que physiquement. Antoine, donc je le redis, hein, vous étiez vraiment au quotidien avec des populations déplacées. Vous avez senti une urgence de leur part en termes de besoins et de nécessité de médicaments ? Alors oui, on a ressenti cette urgence qui était quand même assez présente, puisque encore une fois, faut bien se mettre à l'esprit que c'est pas des personnes qui avaient planifié ce voyage. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ils les ont mis dans des sacs Carrefour en fait. Enfin, sans vouloir faire de la marque, on n'a plus pour n'importe quelle marque. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient. Tellement qu'il a fallu le deuxième jour qu'on achète nous-mêmes dans les supermarchés moldaves des cabas pour remplacer les sacs en plastique qui tombaient en morceaux quand ils arrivaient à la frontière. Donc il y avait une urgence, vraiment, ils avaient plus leur traitement et parfois, donc effectivement, il y en avait qui avaient la chance de pouvoir garder un suivi puisque on était assez surpris du nombre de réfugiés qui étaient connectés en fait, qui étaient avec leur portable et qui gardaient contact avec leurs proches. Donc effectivement, il y avait un réseau de télémédecine qui était quand même assez présent, mais c'était pas le cas pour tous. Il y avait, encore une fois, il y a des populations, des réfugiés qui passaient en voiture, mais il y avait les autres qui étaient ramenés par car et par bus et qui n'avaient rien, en fait, mais rien de rien avec eux. Donc nous, on s'était organisé où on avait un petit poste où, effectivement, on allait en consultation avec parfois les traducteurs quand c'était nécessaire, quand c'était un peu plus poussé, où là, on faisait les soins.
Et puis sinon, il y avait aussi des soins pour les enfants aussi, parce que les enfants étaient parfois un peu fatigués, donc il fallait quand même essayer de dramatiser les choses. Donc on avait un espace pour les enfants, pour déjà permettre que les enfants pensent à autre chose, que les mères puissent souffler un peu, et puis s'occuper de la mère qui est souvent, je pense qu'il y a des mères dans l'assistante, souvent on fait passer les enfants avant soi-même, et qui parfois s'oubliaient, et puis en fait, dès qu'elles relâchaient la pression parce qu'elles avaient passé le poste de frontière, c'est là qu'il y avait une pathologie ou quelque chose qui se déclenchait, parce que le relâchement, on avait tout qui arrivait à ce moment-là. Donc on avait ce petit coin-là, et puis il y a une autre partie de la mission dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'en fait on a beaucoup de ces populations, et notamment les plus pauvres, qui n'avaient pas forcément des points relais après ailleurs en Europe, qui sont arrêtés en Moldavie, et on a très vite les dispensaires d'État moldaves qui se sont retrouvés débordés. Il faut savoir que la Moldavie, la majorité de leurs médicaments provenaient des chaînes ukrainiennes, et que quand il y a eu la guerre, du coup l'approvisionnement s'est arrêté. Donc on a notamment profité du fait que j'ai la chance de pouvoir parler roumain, et en Moldavie on parle notamment le roumain, donc ça a permis notamment de créer certains liens, et de pouvoir aller directement en contact avec les dispensaires moldaves, et de justement donner quelques cantines tulipes dans les dispensaires qui s'occupaient notamment des réfugiés ukrainiens. Donc on a essayé de voir large, parce que en fait, comme ça a été dit, il y avait beaucoup d'associations, et il fallait essayer d'optimiser nos moyens d'action. Donc il y avait déjà suffisamment sur les frontières, donc on a essayé d'aller un petit peu en poste arrière, comme on ne pouvait pas aller sur les postes avant. Du coup, on a fait l'inverse, on est allé en poste arrière. Donc on a optimisé là-dessus, et c'est vrai qu'il y avait une urgence qui était ressentie aussi dans les dispensaires moldaves. On a toujours les projecteurs qui sont braqués sur les zones de guerre, on pense pas assez souvent à ce qu'il y a derrière la zone de guerre. Et Antoine, vous me disiez que vous avez été quand même très marqué, très touché par cette mission que vous avez faite en Ukraine, et pourtant vous avez déjà effectué beaucoup de missions auparavant. Alors oui, le fait d'être réserviste depuis 2016, le fait d'être médecin-pompier dans le Rhône, la Drôme et l'Ardèche, ça donne l'occasion de voir pas mal de choses. Pour tout vous dire, moi j'ai pas pu m'occuper d'enfants après pendant une semaine à mon retour de mission. Alors il y a eu l'épuisement parce qu'il a fallu faire les 33 heures aller, mais il a fallu faire les 33 heures retour. C'était un stress et une pression constante. Il faut savoir qu'il faisait assez froid. La tenue que je porte aujourd'hui, c'est la tenue officielle de casque à puits. Donc comme vous pouvez le voir, elle est tout à fait adaptée pour les températures qui oscillent autour de -10, parce qu'on n'avait pas d'autre tenue. Donc quand il fallait faire une photo pour parler de notre mission, on la prenait en 10 secondes, et ensuite on se rhabillait. Toujours est-il que ça a été une mission qui a été épuisante pour l'ensemble de l'équipe. Je pense qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui n'a pas pleuré au retour. On a eu un suivi avec les psychologues du service, des pompiers du Rhône. Mais toujours est-il que ça a été extrêmement compliqué, parce que c'était à la frontière, c'était des maris qui laissaient leurs femmes et leurs enfants et qui repartaient avec la voiture. C'était des petits bouts qui en fait te demandaient constamment où était leur papa à la frontière. Alors en plus des cabas, on a acheté également des Kinder. Alors effectivement, c'est pas les recommandations du ministère de la Santé sur la nourriture des enfants, mais ça leur permettait d'avoir 10 secondes de bonheur quand ils avaient leur petit bâtonnet Kinder à la bouche. Après, c'était en fait, je pense que ce qui était le plus difficile par rapport aux missions que j'avais déjà fait en Afrique, c'était que c'était chez nous en fait, et c'était des structures qu'on pouvait retrouver chez nous. On pouvait complètement, en fait, on se retrouvait dans ces populations, et c'est ça qui rendait la chose encore plus prenante. Donc encore une fois, c'était une expérience assez incroyable. Si on me demandait demain d'y retourner, bien évidemment, j'y retournerais. Mais c'est pas un appel du pays. Il y a les retraites en ce moment à l'Assemblée nationale, chaque chose en son temps, chaque bataille les unes après les autres. Mais voilà, en tout cas, c'était une très belle expérience, très, très enrichissante, et je pense qu'on a tous appris.